Voilà. Donc, le sens de la ville a accompagné Quartus et l'Aps Architecture dans ce projet de codividuel. Et la note en cube sur ce projet a porté sur les espaces partagés. Quelques mots avant du projet codividuel. Euh, il est porté par Quartus, on l'a dit, l'Apps Architecture. L'Apps Architecture, le projet était donc de proposer de vivre, enfin, c'est avec nos mots, hein, on a essayé de le résumer comme ça, vivre comme des colocataires, mais en étant propriétaires, partant du constat qu'il y avait un certain nombre de gens qui appréciaient beaucoup ce mode de vie de la colocation, qui souhaitaient par ailleurs devenir propriétaires et que les deux ensemble n'étaient pas possibles. Donc ça engage des espaces partagés d'un genre un peu nouveau, avec à la fois l'intimité de la colocation et en même temps l'engagement de l'acquisition. Donc cet accompagnement, il y a eu deux collaborations importantes, à la fois par l'étude notariale Chevreux et Habitat Participatif France, et notamment avec Pierre Lévy, qui j'ai vu est présent puisqu'il a déjà commencé à poser des questions. Donc on a beaucoup dialogué pendant tout cet accompagnement. Le projet co-individuel, c'est une tentative de répondre à plusieurs besoins et plusieurs évolutions. À la fois, acheter son logement est devenu de plus en plus difficile et le projet de co-individuel permet finalement d'acquérir une surface plus petite en mutualisant un certain nombre de besoins et d'espaces. Mais ça permet aussi de répondre à, à la question de l'isolement, qui est un enjeu majeur qui ressort des enquêtes depuis maintenant plusieurs années. Isolement lié à la fois au vieillissement de la population, à la montée du télétravail, aux familles monoparentales, enfin un certain nombre d'évolutions sociétales majeures qui renforcent cet enjeu-là. Et donc, au-delà du code individuel, on observe effectivement une multiplication d'offres de logements et de projets résidentiels qui tentent d'intégrer des espaces partagés. On partage ce travail qu'on a réalisé pour Quartus et Labs, qui consistait, alors c'est pas du tout une étude exhaustive sur les espaces partagés, c'était surtout une tentative de faire une grille de lecture un peu systématique de cette question des espaces partagés pour aider Quartus et Labs à positionner et à affiner leur offre de co-individuel. Voilà, donc on partage cette grille de lecture en espérant que tous ceux qui se posent la question pour un projet ou un autre des espaces partagés, ça les aidera à cheminer. Alors, on a proposé cette typologie d'espace partagé en essayant de repérer le projet de co-individuel qui n'est pas là dans ce schéma, dans un paysage global des offres résidentielles avec en abscisse le statut de propriété des logements, donc de la location à l'accession, et en ordonnée la part des espaces partagés avec un ratio où les espaces privatifs, pardon, en bas restent très majoritaire. On a dans les copropriétés classiques le hall, les coursives, les couloirs escaliers. Parfois, même dans des copropriétés classiques, un peu d'espace partagé. On a tout un tas de copropriétés en tête où il y a quand même une petite salle polyvalente parfois, voilà, sans qu'il y ait eu de démarche particulière de participative. Et tout en haut, au modèle du co-living, avec ce ratio de 50% des surfaces qu'on a évoqué. Et donc, il y a une autre ligne de démarcation, autre que cette abscisse et cette ordonnée, qui est proposée dans ce schéma, qui est la couleur, qui représente là le degré de participation potentielle des habitants, en particulier dans la gestion et la gouvernance de leurs espaces partagés. Bon, c'est un peu schématique, donc c'est toujours partiellement vrai et partiellement faux quand c'est schématique. Mais en gros, on a quand même, par exemple, dans une copropriété classique en bas à gauche, un minimum de participation à travers les AG de copro, etc. Et on est sur ce orange couleur moyenne. À droite, la couleur jaune, dans des résidences gérées ou du co-living, on est plutôt dans une approche très servicielle où on ne demande pas spécialement aux occupants de s'impliquer, de participer à la vie du lieu. Cette question du gradient de participation peut aussi être résumée de cette façon.
Euh, Quand on est dans une approche très servicielle, avec un prestataire présent dans l'immeuble, par exemple dans des résidences étudiantes, intergénérationnelles, ou même dans certains immeubles de standing, on fait faire à peu près tout. Et tout en bas, bah, on fait soi-même. Et on a tout un gradient de faire soi-même à faire faire, euh, qu'on observe notamment dans des projets résidentiels qui intègrent des espaces partagés. Alors, on voit notamment que souvent les opérateurs préfinancent un AMU, donc un assistant à maître d'usage, pour amorcer l'autogestion à venir. Parfois même, il est préfinancé pendant X années, 4, 5, pour non seulement amorcer l'autogestion, mais l'accompagner dans ses premières années. Donc, on est dans un faire soi-même avec accompagnement. Et on voit aussi le métier de syndic se réinventer par différents opérateurs qui ont conscience que ben, il y a un certain nombre de demandes pour aller un peu un cran au-delà de leur pur métier de syndic pour aller aider des communautés habitantes à gérer des espaces en partage. Voilà, donc et pour revenir à cette typologie, on voit qu'il y a une forme d'affinité lective entre les logiques locatives plutôt et la servicialisation, même si on voit très bien avec la colocation que ce n'est pas du tout systématique. Mais qu'en revanche, on n'a quasiment pas d'exemple de logique d'espace partagé, ou en tout cas, on n'en a pas trouvé, d'espace partagé dans des modèles en accession qui font appel à cette logique servicielle. On est toujours dans une forme d'implication minimale des habitants quand on est dans cette statut de propriétaire ou de copropriétaire. Donc, c'est naturellement dans ce cadran en haut à gauche qu'on positionnait le projet de codividuel, puisqu'il s'agit à la fois de partager beaucoup d'espaces communs, on reviendra sur le beaucoup, tout en étant propriétaire. Ce qui nous a fait nous intéresser à ces deux modèles qu'on ne connaît pas toujours en France, puisque c'est ces deux modèles qui justement partagent cette dimension d'accession et un grand nombre d'espaces partagés, que sont le cluster suisse et le modèle du cohousing en Suède. Donc on vous partage cette petite exploration au-delà de nos frontières. Euh, donc le cluster, c'est une typologie d'habitat et de propriété partagée qui a fait école en Suisse, donc dans un modèle coopératif. C'est né d'un groupe d'habitants. Le projet pionnier était le projet Kraftwerk 1 à Zurich et il a été répliqué dans plusieurs projets portés par des coopératives habitantes. Donc le cluster, c'est un grand appartement communautaire, hein, pour reprendre la terminologie suisse, qui regroupe des unités d'habitation privatives. Là, on a à l'écran un exemple de ce cluster avec les typologies privatives qui sont en couleur et des espaces partagés donc de différentes natures, à la fois des espaces partagés classiques en copro, comme une coursive ou voilà, des escaliers, mais aussi une cuisine partagée, une salle commune, voilà. Là, c'est l'exemple de l'écoquartier de la Jonction à Genève. Et c'est la coopérative professionnelle CODA qui a accompagné tout le processus, notamment de rencontres et de constitution des groupes d'habitants dans un format d'atelier. Côté montage juridique, opérationnel, dans la plupart des exemples suisses, les résidents sont à la fois propriétaires de parts sociales de la coopérative, donc il y a une propriété partagée de l'immeuble et locataires de leur logement. Et il y a un fonds de contribution qui est créé, en plus du loyer, pour financer l'aménagement et la gestion des espaces communs. Et tous les occupants coopérateurs y contribuent. Alors, il y a un exemple qui ressemble un peu quand même, qui se passe côté Suède. Le co-housing, ça, c'est un mouvement, enfin, c'est un type d'habitat qui est vraiment issu du mouvement féministe suédois des années 70. Donc, on a plusieurs appartements privés qui se côtoient dans un même immeuble et des salles communes sont partagées et vraiment entretenues par tous.
En moyenne, la surface des logements privatifs est réduite de 10% au bénéfice de ces pièces communes, selon une étude de l'Institut Paris Région qui a relayé ce chiffre, et qui accueille aussi des fonctions élémentaires du quotidien, comme la cuisine, le salon, voilà. Et ce modèle, il existe à la fois à la location, et à ce moment-là, les immeubles sont la propriété d'organismes publics, mais aussi en accession, également sous le montage de coopératives habitantes. Alors, et là, la spécificité, c'est on a certains immeubles réservés à des types de populations. Donc, certains sont réservés aux plus de 40 ans et les enfants sont interdits. Certains sont ouverts à tous. Il y a quand même beaucoup, et c'est en ça qu'on voit l'héritage féministe, beaucoup de co-housing qui sont portés et occupés par des femmes d'un certain âge. Donc là, à l'écran, c'est un projet qui se situe à Stockholm, qui est porté par une association qui s'appelle Kollektivhus Nu, qui veut dire cohabitat maintenant, qui fait partie des principaux acteurs du cohousing en Suède, qui porte aujourd'hui une dizaine de projets. Ça a été livré en 89, il y a une cinquantaine de personnes, 43 logements, 400 mètres carrés d'espace commun, bibliothèque, salle ordinateur, atelier couture, buanderie. Voilà, et avec là aussi une dimension participative et une implication très forte des habitants. Alors, il y a une quatrième ligne de démarcation, en plus des trois autres rappelés dans le petit schéma en haut à droite, hein, qui était donc le pourcentage d'espace commun, le statut de location-accession et le degré de participation des habitants, qu'on a résumé en parlant du degré de nécessité de ces espaces partagés. Ça nous semble aussi être une ligne de démarcation essentielle dans ce que sont ces espaces communs. Est-ce qu'on est en train de parler de la pièce en plus, en gros, ou d'espaces indispensables à la vie du quotidien? Donc, c'est vrai que dans la majorité des formes d'habitat partagé qu'on connaît en France, en tout cas, chaque habitant occupe en général un logement indépendant qui abrite la sphère du privé, de l'intime, pour le faire court, et donc comporte l'ensemble des espaces indispensables du quotidien. Et du coup, dans ces opérations, les espaces partagés sont des espaces en plus qui peuvent accueillir des fonctions complémentaires de buanderie, garage à vélo, et qui sont des lieux d'accueil de sociabilité, souvent du groupe d'habitants, quoi. Mais c'est vrai que enfin, la littérature sociologique sur ces espaces le dit très bien, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout les mêmes natures de rapports sociaux qui s'y déroulent. On est plus dans des rapports de voisinage quand ça relève de la pièce en plus, plus occasionnel, peut-être plus neutre, voilà, plus neutre, et dans une forme voilà, de rapport de cohabitation, dès lors qu'il y a des éléments du quotidien qui sont impliqués, comme dans la colocation. Et pour terminer, j'ai pas regardé à quelle heure si je tenais les points. Ok. Pour terminer ce petit, c'est pas un mode d'emploi, mais enfin, on constate qu'il y a quand même 8 arbitrages, alors peut-être c'est pas exhaustif, mais en tout cas qu'on estime récurrents en matière d'espace partagé, à commencer par le pourquoi. Est-ce qu'on partage des espaces? Est-ce que c'est un bon plan? C'est pour rationaliser les espaces et peut-être pouvoir se payer plus d'espace à moindre frais, ce qui est souvent le moteur de la colocation, par exemple. Et où, parce que parfois, ben, il ne s'agit pas de choisir, mais de cumuler, de trouver un espace de faire ensemble. Et si c'est cet espace de faire ensemble, un espace de communauté, de partage, est-ce que c'est un espace de partage au quotidien ou plus ponctuel? Et ça, c'est important. C'est pourquoi? Parce que, bon, ben voilà, derrière, c'est pas le même positionnement sur pas mal de sujets, pas le même récit, pas les mêmes cibles, pas les mêmes publics qu'on vient toucher. Mais il y a le quoi, donc c'est ce qu'on a évoqué jusque-là, hein, le curseur, et qu'est-ce qu'on partage dans ce curseur d'intimité, de nécessité dans ces espaces partagés, mais aussi la proportion d'espaces partagés par rapport aux espaces privatifs. Et là, c'est vrai qu'on a fait un certain nombre de simulations avec Quartus et on a vu que c'était à la fois des questions d'usage. Au début, l'Aps Architecture était parti sur des pourcentages extrêmement élevés d'espace à mettre en commun, mais qu'il y avait une question financière qui se posait aussi derrière. Euh, voilà, il faut arriver à faire financer son acquisition. Et puis, il y a la question
des comment, parce que derrière, il y a la question de qui partage ces espaces partagés et comment est-ce on les apparie, je ne sais pas si c'est comment est-ce qu'on les met ensemble, ces gens qui partagent les espaces partagés. Et donc, on a fait tout un travail aussi sur lesquels on n'a pas eu le temps de revenir là, mais de typologisation de différentes formes d'appariement de groupe, en arrivant au constat qu'il y en a finalement un peu que trois. Il y a la cooptation à partir de quelques premiers éléments, la question du hasard, et enfin, hasard, tirage au sort, le premier qui se manifeste, enfin voilà. Et puis la question du mariage arrangé, de façon avec des guillemets, hein, qui peut confier à un tiers le rassemblement d'un groupe en fonction de tout un tas de critères qui auraient pu être vus avec lui avant. Sur la question du comment, il y a le niveau de co-construction des espaces avec les habitants. Et puis, chose un peu différente, même très différente, il y a une autre question, quel niveau d'autogestion des espaces? Est-ce qu'ils vivent tout seuls? Est-ce qu'on fait appel à un tiers? Donc, c'est la question de la servicialisation partielle aussi qu'on a vue. Et enfin, une question qu'on a aussi beaucoup vue ensemble, c'est avec Quartus et Labs, c'est la question de l'évolutivité, c'est-à-dire quels sont les prérequis en termes de montage opérationnel pour que on puisse éventuellement faire un chemin arrière pour revenir à un format d'habitat plus classique. Euh, voilà, enfin, ce serait un sujet en soi de faire un zoom sur le montage juridique et opérationnel de ces espaces partagés. Il y a un passage dans la note à ce sujet. C'est l'aspect qui a été beaucoup travaillé avec l'étude Chevreux et Habitat Participatif France, mais voilà, c'est pas l'objet principal de la note. Merci Flore. Bah, du coup, je vais passer la parole à Ludovic Boisfluc, qui, du coup, vous représentez ce groupement qui a été accompagné par le Sens de la Ville sur ces questions. Quelle réflexion ça vous a permis de mener et où est-ce que vous en êtes arrivé avec voilà, ces propositions de scénario et d'arbitrage pour votre projet Habitat co-individuel? Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, je vais pas reprendre les 8 arbitrages, ce serait un peu long, mais juste ce concept d'habitat individuel, voilà, pourquoi, pour qui? Donc, c'est avant tout pour des personnes seules, qui peuvent être des jeunes ou des seniors. Donc, on imagine en tout cas des gens en recherche d'expériences partagées, de sociabilité, jeunes actifs, seniors, etc., personnes seules momentanément. Et du coup, le parti qu'on avait pris, c'était quand même de pouvoir offrir à chacun un espace privatif quasiment autonome, avec sa salle d'eau, avec sa petite kitchenette, mais en effet des espaces partagés dans lesquels on retrouve tout le confort qu'on peut imaginer avec le modèle de la colocation. Donc, grands espaces de restauration, grandes cuisines, espaces de travail et autres, avec la particularité que euh, en colocation, on rentre par les espaces communs et ensuite on accède aux espaces privatifs. Et là, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire on accède aux espaces privatifs, donc par l'extérieur, par des coursives ou en rez-de-chaussée, et ensuite on va dans les espaces partagés. Euh, En effet, Flore parlait de la proportion d'espaces partagés par rapport aux espaces privatifs. C'est vrai que dans une grande utopie de départ, on s'était dit il faut autant de partagés que d'espaces privatifs. Et bon, on voit vite que économiquement, ça va poser un problème. Donc, on est arrivé à un ratio d'environ 25% hors circulation, hein, donc 25% de vrais espaces de services partagés, et qui nous amène à un bilan économique soutenable sur une opération de test qui est le projet Maison Terre qu'on va réaliser en Île-de-France. Donc, on parlait de services, donc là, effectivement, on est sur un concept plutôt autogéré. Et donc, nous, Quartus, on mettra en place l'accompagnement nécessaire à la montée en charge et à l'appropriation de ces espaces partagés et à la création de ce vivre ensemble. Je parlais d'économie rapidement. Si on fait une simulation en Île-de-France avec un logement qui se vend 5 000 euros le mètre carré, avec notre modèle, on a des cellules privatives qui font environ 28 mètres, pardon pour le mot cellules, des espaces privatifs qui font environ 28 mètres carrés chacun. Et pour 8 logements, on a 77 mètres carrés d'espace partagé. Ce qui fait que quand on vend tout ça à 5 000 euros le mètre carré, on obtient pour chacun des habitants en tout cas des acquéreurs d'usages privatifs, d'espaces privatifs,
un peu plus de 100 mètres carrés d'usage, ce qui ramène à un prix global de 1700 euros le mètre carré. Alors évidemment, c'est pas comparable avec les 5000 autres, mais ça donne quand même une idée de la capacité d'offrir plus pour bah, des montants qui restent très accessibles, puisque ça met le logement à 185 000 euros. Voilà, ce qui nous semble, en Île-de-France, un montant tout à fait correct pour ce type d'habitat et pour le type de clientèle qu'on vise. Alors, je ne sais pas si vous voulez que je développe encore un petit peu, mais euh, voilà, en tout cas, euh, on est, le travail fait par le sens de la vie des Chevaux nous a aussi permis, Flore n'en a pas parlé parce que c'est long, mais de travailler sur le modèle juridique de montage, parce que c'était très important de savoir comment est-ce qu'on pouvait commercialiser des espaces privatifs avec des espaces partagés, faire en sorte que la liquidité du lieu soit garantie, faire en sorte qu'en cas de cession, il n'y ait pas de problématiques qui se posent sur les espaces partagés. Donc voilà, avec une réponse sous forme de SCIA, on a trouvé un montage qui permet a priori de garantir cette liquidité, cette évolutivité du bien, voilà, et de pas simplement faire en sorte que ça marche au premier coup et que derrière, ça coince. Alors, merci Ludovic. Peut-être deux éléments de précision ou de rappel là, on nous demande dans le chat. Première question peut-être de précision sur ce que vous avez imaginé comme temporalité d'accompagnement pour la prise en main des espaces partagés. Deuxième question de précision sur est-ce que dans ces espaces, quid de l'intérieur et de l'extérieur? Euh, Est-ce qu'il y a des ratios ou comment vous avez imaginé ça? On nous redemande aussi exactement, enfin, et aussi de rappeler les chiffres que vous avez indiqués sur le nombre de mètres carrés et le prix dans le cadre de vos projets. Je pense que tout le monde n'a pas pris de notes, mais je rassure tout le monde, cette présentation est enregistrée, sera disponible sur la chaîne YouTube du programme Engagé pour la qualité du logement de demain. Donc, vous pourrez tout réécouter avec attention. Et Ouais. dernière question peut-être, mais qui peut être, à mon avis, plus large aussi à Flore et à Ludovic, qui est posée dans le chat, qui est, est-ce que ces projets sont plutôt dans l'espace urbain, éloigné, en centre-ville, enfin voilà, aussi dans leur implantation urbaine. Je commencerai par la fin. Donc, ce projet Maison Terre, en tout cas, celui dont je parle, il est on va dire, pas en hypercentre. Alors, il faut savoir qu'il a changé de lieu. C'est-à-dire qu'il a été conçu pour être implanté à Sevran. Hein, c'était la municipalité, l'équipe, dans l'équipe lauréate, et que malheureusement, le foncier n'étant plus disponible, il a dû muter dans l'ouest de la région parisienne. Mais voilà, il est plutôt en site urbain, mais pas en hypercentre. Sur les espaces, la qualification des espaces, donc quand je parle d'espaces partagés, là, je parlais d'espaces intérieurs. C'est-à-dire que les espaces extérieurs ne sont pas comptabilisés là-dedans. En termes de prix, effectivement, il y a l'enregistrement, mais si on part sur un espace privatif de 28 mètres carrés et un espace partagé de 77 mètres carrés, partagé entre 8 logements, on obtient au final 104 mètres carrés d'usage par habitant, enfin par occupant d'un logement privatif. Et si on part sur une hypothèse d'un prix de vente à 5 000 euros le mètre carré habitable, on a en fait un mètre carré d'usage à 1700 euros le mètre carré. Voilà, donc c'est une règle de proportionnalité, c'est assez facile à retrouver, mais voilà. Et puis la dernière question, je l'ai oubliée, ou la première, je ne sais plus. Sur la temporalité pour Oui, la prise en main. Oui, de l'accompagnement que vous imaginez, est-ce que vous avez déjà des hypothèses ou ça va se faire en marchant? voilà, ça va un peu se faire en avançant. On n'en est pas encore là. On sait qu'on doit le faire et évidemment on le budgète dans le bilan puisque c'est une opération de promotion classique. Je le dis tout de suite, qui ne sera pas exhaustif de co-individuel, c'est-à-dire qui intégrera également d'autres modes d'habiter pour faire un équilibre de projet et le sécuriser un petit peu, surtout dans les périodes complexes que l'on vit. Mais voilà, donc on sait qu'habituellement c'est entre 1 et 2 ans d'accompagnement. Donc, on sera vraisemblablement calé dans cette fourchette. Merci. Alors, on a d'autres questions, donc j'enchaîne, hein, étant donné qu'il me reste
encore un petit peu de temps. Toujours sur Quartus, et puis après, on reviendra sur les montages, mais juste une petite question en lien sur les coûts. Est-ce que ces montants de tarification ont été étudiés proportionnellement pour être copiés dans d'autres régions? Ouais. Et une question aussi sur le coût du foncier. Est-ce qu'il est possible d'imaginer une forme de bail pour le foncier? Oui, pourquoi pas, à l'instar du BRS. Enfin, voilà, on n'a pas voulu rajouter une complexité et donc on est parti sur une acquisition, sur un principe d'acquisition foncière en pleine propriété, mais on pourrait très bien sortir le foncier, ce qui rendrait évidemment le bien beaucoup plus accessible. Je dirais qu'en immobilier, vraiment, chaque marché définit ses règles. Donc, le projet dont on parle, il va être dans l'ouest de la région parisienne et donc il est calé sur un prix relativement abordable, relativement, de 5 000 € le mètre carré. Il est bien évident que si on allait dans des zones beaucoup plus détendues, il faudrait peut-être revoir le modèle. Mais voilà, là, pour l'instant, c'est un coup d'essai. On espère que ça va marcher. On se donne le plus de chances pour que ça fonctionne. Et sur un site sur lequel on pense que la tension va le faire fonctionner, il faudrait peut-être étudier ça, en tout cas dans d'autres environnements. Mais le prochain. Merci. Ouais. Et alors, on a, du coup, là, on arrive sur des questions juridiques je laisserai la parole à Flore. Donc, il y avait une première question pour ça, pour connaître un peu si c'était possible d'avoir accès à l'étude sur les différentes options de montage juridique. Et dans la même veine, est-ce que la modélisation s'est-elle appuyée sur des SCIA en jouissance? Alors, peut-être revenir sur la question d'avant au passage. Alors, ça remonte à un moment et encore une fois, les juristes de l'État ne sont pas autour de la table. Donc, entre la mémoire et, ouais, j'espère ne pas dire de bêtises, mais il y avait un petit sujet juridique à lever pour faire ce montage en SCIA tout en faisant du BRS. Donc, je me souviens plus très précisément où ça coinçait, mais en tout cas, ça faisait partie des sujets à lever. Donc, on ne peut pas complètement taire cette difficulté qui avait été pointée. Euh, les options de montage juridique, bah, je ne sais pas, c'est presque plutôt JVPO de dire à quel point l'étude est partageable, JPPO et Quartus. Voilà, enfin, effectivement, et peut-être aussi pour préciser, en plus de la note de capitalisation, il y avait une note verrou qui a été demandée qui avait pour objectif de pointer les points de blocage ou de frein qui avaient été identifiés. Donc ça, c'est un travail qui a été fait en parallèle. Oui, peut-être. Alors, je vais me permettre là, du coup, de rebondir pour rappeler un peu comment fonctionnent les objectifs du programme engagé pour la qualité du logement de demain. On est bien sur l'accompagnement de 97 projets avec 20 projets incubés qui, donc, du coup, bénéficient d'accompagnement spécifique pour étudier justement différents scénarios dans le cadre de leur expérimentation. Mais cet incubateur, il a bien pour objet de pouvoir avoir des effets démonstrateurs, de pouvoir identifier les freins actuels au développement de ce type d'opération. Et donc, en effet, on a des notes de capitalisation, donc notes en cube qui sont à votre disposition, mais on a également en parallèle tout un travail qui est fait avec les différentes administrations et les différents partenaires du programme pour aller lever les freins qui ont pu être identifiés dans le cadre de l'accompagnement de ces projets. Et c'est donc effectivement frein ou verrou, c'est bien ce sujet. Et on travaille là-dessus, notamment sur différentes questions qui ont trait au statut juridique ou d'autres sujets qui ont pu être soulevés lors de cet accompagnement. En ce qui concerne les livrables, l'objectif, c'est que tout soit le plus public possible. Donc, nous mettons à disposition au fur et à mesure de l'avancée des projets les supports qui peuvent permettre à d'autres futurs porteurs de projets ou d'autres acteurs de la chaîne de production de s'informer sur les études et les réflexions en cours
Donc, on mettra à disposition ces documents. Et peut-être un mot sur les grandes lignes de ce montage juridique où on a superposé un montage classique de copropriété à un montage donc en SCIA qui a été évoqué à plusieurs reprises, mais peut-être que tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire. Donc, c'est une société civile immobilière par attribution qui permet notamment de pouvoir actionner une possibilité d'agrément, c'est-à-dire que les occupants, les habitants, les propriétaires peuvent avoir leur mot à dire sur un nouvel acquéreur, puisqu'on sait à quel point la question de la communauté habitante et qui la compose est un sujet essentiel. Voilà, donc c'est aussi un sujet essentiel d'avoir son mot à dire sur qui part, ça, il n'y a pas trop son mot à dire, mais qui peut arriver. Et donc la SCIA a cette possibilité de clause d'agrément qui est très précieuse en l'occurrence. Alors, on arrive au terme de ce premier webinaire. Peut-être juste rappeler ce que dit Pierre Lévy dans le chat, qu'effectivement, les rencontres nationales de l'habitat participatif qui ont lieu à Rennes du 4 au 7 juillet traiteront de ces sujets, notamment sur l'articulation BRS-SCIA ou BRS coopérative d'habitants et de plein d'autres sujets sur l'habitat participatif. Courez-y. Et une réponse aussi que vous avez à l'écran. Donc, toutes les notes en cube, et notamment celles sur les espaces partagés, sont disponibles sur l'espace ressources du site Engagé pour la qualité du logement de demain. Vous avez un QR code là que vous pouvez flasher tout de suite. Sinon, le site internet du programme, c'est engagé pour la qualité du logement de demain.archi. Un petit rappel avant de terminer des prochaines dates. Donc, comme vous le voyez, différents sujets abordés. Le prochain sur l'utilisation des matériaux de réemploi, le 14 mai, toujours à 13h30. Et on aura le plaisir d'accueillir un autre projet incubé, là pour le coup sur le territoire de Bordeaux Métropole, avec le bailleur social Aquitanis et le bureau d'études Cycle Up pour l'accompagnement sur le réemploi. Voilà, il est 14h16, on a 1 minute de retard. Je vous souhaite un très bon après-midi en espérant vous retrouver pour les prochaines éditions. Et merci à Flore et Ludovic de nous avoir éclairés sur le sujet de votre projet des espaces partagés. Merci. Très bonne Oui, au journée. revoir. Au revoir. Au revoir.